Un élément important de l'innovation, c'est d'être têtu et de se combattre pour que l'innovation soit acceptée. Bonjour et bienvenue à Protecting Blue Nature, le balado d'Impact 5. Je suis Isabelle Groc, votre animatrice. Je suis journaliste, photographe et réalisatrice de documentaires dans le domaine de l'environnement, la conservation des espèces menacées et les écosystèmes marins. Aujourd'hui, j'anime votre balado depuis Vancouver sur le territoire traditionnel non cédé des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Impact 5 est l'occasion pour les dirigeants, les gestionnaires et les praticiens de la conservation marine de se pencher sur l'urgence et la nécessité de conserver la biodiversité marine et de tracer la voie pour mener à la protection de 30% des océans de la planète d'ici 2030. Comment l'innovation peut-elle aujourd'hui soutenir ces objectifs ? Quelles sont les technologies qui permettent aujourd'hui de faire avancer les aires marines protégées ? Quelles sont les collaborations internationales qu'on peut envisager, les mécanismes de gouvernance et les nouvelles manières de faire qui ont le potentiel de mieux protéger les océans ? Pour aborder le thème de l'innovation et du changement transformationnel, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un pionnier de l'innovation, le biologiste marin Daniel Pauly, professeur à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, spécialiste des pêcheries mondiales et fondateur de l'initiative internationale Sea Around Us, un programme qui documente les effets de la pêche sur les écosystèmes marins. Protecting Blue Nature est un balado d'Impact 5, le 5e congrès international sur les aires marines protégées, qui aura lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, du 3 au 9 février 2023. Je suis votre présentatrice, Isabelle Groc, et j'anime aux côtés d'Anne-Marie Garg pour explorer les thèmes de l'Impact 5. Impact 5 sera organisé conjointement par les nations autochtones, les nations Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh, en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada, la Société pour la nature et les parcs du Canada et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes reconnaissants aux nations autochtones de nous accueillir dans leur territoire traditionnel non cédé pour ce congrès. Alors, Dr Pauly, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des scientifiques le plus cité au monde et le premier à avoir donné l'alerte sur la surpêche au niveau planétaire. Pourtant, on peut dire que rien ne vous prédestinait en quelque sorte à ce destin scientifique hors norme. Si je vous rappelle un petit peu à notre audience vos débuts dans la vie, votre parcours aurait pu inspirer Victor Hugo et son roman Les Misérables. Vous êtes né à Paris après la guerre d'une ouvrière française et d'un soldat afro-américain. À l'âge de 2 ans, vous êtes arraché à votre mère et envoyé en Suisse. Et enfin, à l'âge de 17 ans, vous parvenez à vous échapper, vous débarquez en Allemagne et de là, eh bien, vous suivez des cours du soir, vous avez des petits boulots jusqu'à poursuivre enfin des études à l'Institut océanographique de Kiel. Alors, quand on pense à ce parcours très rapidement résumé, on se dit que d'autres auraient été brisés par les épreuves de la vie, mais vous, au contraire, c'est pas du tout le cas. Vous avez toujours fait face aux épreuves et vous avez vraiment, je dirais, fait preuve d'une force de travail et d'une volonté exceptionnelle. On pourrait dire même que pour survivre, vous avez démontré une forme de résistance. Vous avez démontré qu'il fallait résister, qu'il fallait pas faire comme les autres. Et il me semble que ce principe de résistance, en quelque sorte, vous l'avez appliqué à votre travail sur les océans. On a souvent parlé de vous comme le combattant des océans, celui qui a fait tomber le mythe des océans inépuisables. Donc, Daniel Pauly, comment votre parcours personnel de résistance a influencé votre travail sur les océans? Merci pour cette introduction. Mais en effet, il est tout à fait possible que ma jeunesse plutôt difficile ait été un des facteurs qui ont déterminé ma carrière parce que, en effet, j'ai dû résister
aux impositions que j'ai subies en Suisse, dans une famille un peu comme les Thénardier. Et donc, il fallait pas que je fasse ce qu'ils faisaient, eux. Donc, je faisais plutôt le contraire. Et, et c'est comme ça que je me suis forgé, j'imagine, une identité. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des personnes qui m'ont montré qu'il existait autre chose que ce que j'avais à subir. En Suisse romande, j'ai eu une marraine, c'était une fée qui m'a montré qu'il existait un autre monde. Et à l'université, j'ai eu un prof qui était qui était le directeur de l'institut, qui m'a toujours encouragé. Et donc, j'ai saisi les opportunités que ces bénéfacteurs m'ont lancées. Et donc, l'association de résister aux idées reçues, à ce que faisaient tous les autres, et sauter sur les occasions qui m'étaient offertes, c'était une façon ça a été je crois, la clé du succès que j'ai eu. Alors, justement, vous travaillez sur l'océan depuis près de 50 ans maintenant. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de nos océans et la fragilité de la vie marine? Alors, la première chose qui est ma première découverte, si on peut dire, c'est que les pêcheries, c'est pas les activités locales que la plupart des gens perçoivent. Parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et donc, j'ai travaillé, après mon doctorat, j'ai travaillé aux Philippines dans un centre international qui m'a envoyé dans tous les coins du monde. Et j'ai pu voir les similarités, les, les, les convergences entre différents pays. Et pour la pêche aussi, c'est un système global. Des gens parlent des poissons qui ne connaissent pas de frontières, et c'est absolument faux. Et ils connaissent bien sûr des frontières. Les poissons ne tolèrent qu'une certaine gamme de température, donc ils ont des frontières de température, de profondeur, de, 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 de salinité et autres. C'est des bateaux qui n'ont pas de frontières. C'est donc les bateaux, les flottilles de pêche qui n'ont pas de frontières. On peut maintenant pêcher n'importe où, n'importe quand. On n'a pas de limite. Il n'y a plus de limite. Avant, la pêche était limitée par les profondeurs. On n'allait pas en grande profondeur faire du chalutage. Maintenant, on fait du chalutage jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc, 2 kilomètres de profondeur, euh, on n'allait pas on n'allait pas pêcher dans les banquises. Maintenant, on peut pêcher avec avec un brise-glace. Voilà. On n'allait pas pêcher dans les zones tropicales avec des grands bateaux de type industriel. Maintenant, on le fait. On peut tout faire. Et bien sûr, vu que on peut congeler tout ce qu'on attrape, on peut se balader pendant 6 mois en haute mer et revenir avec des poissons plus ou moins frais. Avant, on pouvait pas. Donc, avant, on avait des limites partout. Et c'est ça qui limitait la pêche et qui empêchait la pêche d'éliminer les stocks. Maintenant, on n'a plus de frontières du tout. On n'a plus de limites du tout. Et donc, on est devenu capable d'éliminer les stocks de poissons, et on le fait. C'est exactement ça qui se passe. Et donc, parce que notre puissance économique, notre puissance technologique et les engins qu'on a développés, qui sont tous des engins qu'on a développés pour faire la guerre actuellement, la détection des poissons, des bancs de poissons, se fait par des moyens qui ont été développés pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, pour combattre les sous-marins allemands, par exemple. Et donc, maintenant, on fait la guerre aux poissons avec des moyens qui sont incroyables. Bien sûr que les poissons, on la gagne, cette guerre. Donc, les poissons la perdent. Et on perd les poissons. Alors, je crois que ce que vous avez apporté, c'est cette vision globale de l'état de nos océans à partir de ces points de connaissance très, très localisés. Vous avez révolutionné la manière dont on conceptualise, on regarde les océans par une vision globale.
et quand vous dites la guerre qu'on mène contre les poissons sont en train de la perdre. Alors qu'est-ce que ça signifie pour notre vie marine aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a plus de poissons aujourd'hui dans les océans? Il y a beaucoup moins de poissons, surtout les gros. Les gros poissons, donc disons plus d'1 mètre de longueur, et les poissons qui sont des prédateurs, ce sont des poissons qui bouffent les autres poissons en fait. Ils sont réduits globalement à peu près 90%. Donc il y a plus que 10% de ce qu'on avait avant. On a beaucoup plus de céphalopodes qu'avant, des céphalopodes dont des calmars et autres octopus, parce que les requins les bouffaient avant, et bien sûr ils n'ont plus de prédateurs. Mais en fait, avec l'élimination des gros poissons dans pratiquement tous les écosystèmes, on a chambardé les écosystèmes, et ils ne fonctionnent plus comme avant. Et c'est pour ça que on a par exemple des algues, des algues qui poussent partout et qui étouffent tout dans la mer. Et voilà donc où on arrive à une situation où on détruit les stocks, même les stocks que l'on ne touche pas. Par exemple, si on enlève les gros requins, si on enlève les gros requins dans les récifs coralliens, eh bien, les gros requins, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent les petits requins. Les petits requins, qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent des poissons perroquets. Et les poissons perroquets, qu'est-ce qu'ils bouffent? Des algues. Alors, les algues, elles prolifèrent sur les récifs coralliens, et on a les récifs coralliens qui meurent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé le gros poisson. Et ça, c'est des choses qui sont prévisibles en théorie, mais en pratique, on ne peut pas les gérer. Et c'est pour ça qu'on doit créer des aires marines protégées. Parce que dans les aires marines protégées, les systèmes fonctionnent comme la nature le prévoit, comme ils peuvent, comme ils se sont développés. Et donc, si on veut rétablir des écosystèmes qui fonctionnent, il nous faut des gros poissons. Et les gros poissons, on ne peut les avoir que si on ne pêche pas. Parce que si on a une pêcherie, on va toujours la concentrer sur l'espèce la plus abondante. Et donc, si par exemple vous pêchez des thons et que vous attrapez en pêche accessoire des requins, eh bien les requins vont souffrir même si les thons sont bien gérés, n'est-ce pas? Donc il est pratiquement impossible de maintenir un écosystème quand on élimine une grande partie, une espèce abondante. Et donc, c'est un grand problème, et c'est la raison pour laquelle mon projet, The Sea Around Us, tient compte des pêches accessoires. Et avec les pêches accessoires, on peut démontrer que certaines espèces qui ne sont soi-disant non exploitées sont en fait exploitées, mais elles sont exploitées comme par pêcherie accessoire. Parfois, elles sont rejetées. En fait, c'est des rejets. Il y a 10 millions de tonnes de rejets par année, et donc c'est souvent des petits poissons qui ne peuvent plus grandir. Vous avez vraiment démontré comment la surpêche, la destruction des stocks a vraiment bouleversé l'intégrité de ces écosystèmes marins de manière profonde. Qu'en est-il des changements climatiques? Parce que vous avez évoqué plutôt votre recherche sur l'oxygène, le manque d'oxygène des poissons. Alors comment ça se rajoute là-dessus sur la difficulté à... Bon, il y a la surpêche, mais il y a aussi les changements climatiques. Comment... C'est ça. C'est devenu un problème énorme, difficile à séparer de l'effet de la pêche. Parce que l'effet de la pêche, c'est rapetisser les poissons. Parce que les gros poissons, il leur faut plus longtemps pour croître, et ils sont exposés plus longtemps à la pêche. Donc, les gros poissons diminuent et ils disparaissent, et donc ce sont les petites espèces qui se portent mieux. Voilà. Alors ça, c'est la pêche. Maintenant, si vous êtes un poisson en mer et que la température augmente, il y a deux choses qui se passent. Tout d'abord, le niveau d'oxygène dissous dans l'eau va diminuer. Deuxièmement,
vous aurez une augmentation du besoin d'oxygène parce que nous sommes des mammifères et nous avons toujours la même température, sauf quand on a la grippe, 37,5, voilà. Par contre, les poissons, eux, sauf certains thons, les poissons ont la température de l'eau autour d'eux, donc qui les entoure. Et donc, quand la température augmente, ils ont besoin de plus d'oxygène. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de plus d'oxygène? Parce que les molécules qui composent leur corps, des molécules de protéines, se dénaturent. Et donc, tout poisson exposé à une température élevée aura besoin de plus d'oxygène pour générer la synthèse, pour générer une synthèse des molécules qui sont dénaturées. Donc, les poissons, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent plus petits. Si un poisson reste plus petit, il aura moins de problèmes pour s'alimenter en oxygène. Donc, cela explique pourquoi les poissons qui sont exposés à des températures élevées deviennent plus petits. Mais c'est la même chose que l'effet de la pêche. L'effet de la pêche aussi diminue la taille des poissons. Donc, on a de la peine, les halieutes, les scientifiques ont de la peine à différencier entre l'effet de la pêche et l'effet des changements climatiques. Et en plus, il y a un autre effet. Bien sûr, si les poissons sont exposés à des températures qui augmentent, une solution, c'est de rester plus petit. L'autre solution, c'est de se cavaler, de s'en aller. C'est ça, et oui, d'aller ailleurs. De s'en aller et d'aller là où l'eau est à la température qu'on tolère bien. Donc, on a une fuite des poissons vers les pôles, en fait. Le pôle nord, dans l'hémisphère nord, et le pôle sud dans l'hémisphère sud. Et ces transferts, enfin, ces migrations, on peut les détecter depuis longtemps, en fait. C'est dans les années 80 que les poissons ont commencé ces migrations. Et en fait, les poissons ont compris les poissons ont compris plus rapidement que les hommes que la température augmentait. C'est rigolo, non? Parce qu'on est en train de se disputer, est-ce que les changements climatiques sont importants et tout. Les poissons ont commencé à se balader, à migrer, en fait, depuis 1980 à peu près. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que finalement, ce sont les poissons les vrais maîtres de l'innovation, puisqu'ils ont bien compris avant nous l'importance des changements climatiques. Ils se sont adaptés, ils changent leur croissance, ils s'en vont. Mais justement, parlez-nous de l'innovation. Là, un peu brosser le portrait de l'état de nos océans. Quand vous développez un projet d'innovation, et vous avez rappelé que vous l'avez commencé à le faire très tôt, déjà avec votre projet de machine à laver d'échantillons quand vous étiez encore étudiant, parlez-nous un petit peu de comment vous y prenez pour mener à bien une innovation du début à la fin, avec évidemment en gardant en tête le fait qu'une innovation, ça doit quand même servir à quelque chose, hein, avec un but de changement transformationnel pour les océans. Alors, partagez avec nous ce processus, peut-être à travers quelques exemples. Une des premières innovations que j'ai fait après mon doctorat, c'était aux Philippines, dans un centre de recherche international sur les pêcheries. Les poissons tropicaux, ils n'ont pas d'anneaux comme les arbres et comme les poissons des eaux tempérées, où l'hiver et l'été, les changements de température provoquent la création d'anneaux. On peut lire dans leurs os leur âge. On peut, comme sur un arbre. Et les arbres dans les régions tropicales n'ont pas d'anneaux. Et on peut pas donc déterminer leur âge à partir de ces anneaux. Et donc, comment est-ce qu'on va estimer l'âge des poissons dont on a besoin pour les modèles mathématiques de gestion des pêcheries? Si on examine des recrues, des poissons recrutés, sur une année, par exemple, on va voir, on a des petits poissons qui sont recrutés cette année,
et ensuite des poissons d'un peu plus grands qui ont été recrutés l'année d'avant, et des poissons un peu plus grands qui ont été recrutés l'année d'après. À peu près comme si vous allez dans une classe, dans une école, et vous verrez des petits enfants, vous savez qu'ils viennent de commencer. Ensuite, des enfants un peu plus grands, ils ont 2 ans ils ont été 2 ans à l'école. Ensuite, des un peu plus grands. Donc, vous voyez très bien qu'on peut déterminer l'âge à partir de la taille pour les enfants, moi. Pour les adultes, ça, on peut plus le faire. J'ai créé une méthode euh, euh, qui permet d'estimer la croissance à partir de ces fréquences de taille. Et ça, avant, on estimait la croissance des poissons au pif, c'est-à-dire à l'œil, comme ça, on traçait des courbes sur ces tailles, et c'était plutôt rustique, et c'était toujours contesté. Et quand vous posez quelque chose de nouveau, il y aura toujours les collègues qui vous diront que c'est pas correct, parce que en fait, la mauvaise foi, elle vient du fait qu'ils se sentent critiqués parce que c'est pas eux qui ont proposé cette innovation. Donc, il y aura un élément important de l'innovation, c'est d'être têtu et de se combattre pour que l'innovation soit acceptée. Et en fait, les collègues qui critiquent l'innovation, et ils arrivent à décourager les gens. Et il y a beaucoup d'innovations qui sont mort-nées, en quelque sorte, parce qu'elles sont pas encouragées par les collègues. Donc, il faut être têtu. Et donc, dans le cas d'éléphants, il y a eu des papiers qui ont été critiqués où on dit qu'il y a des erreurs, que ça va pas marcher, que tata. Et il faut vraiment continuer. Et au bout d'un certain temps, si la chose qu'on a développée tient, eh bien les critiques vont se taire et l'adoption sera généralisée. Donc ça fait une courbe comme ça en S, et on peut voir l'adoption, elle est plus contestée du tout. Évidemment, oui. C'est ce qui permet finalement ces innovations qu'elles deviennent un outil d'action finalement et de produire du changement transformationnel. Vous mettez à disposition ces outils qui n'étaient pas présents avant, et les organisations, les individus, les communautés peuvent en faire quelque chose pour améliorer, dans notre cas, la santé des océans. Alors on parle beaucoup de l'innovation, de la technologie, et on pourrait dire que quand même dans les 50 dernières années, les innovations technologiques ont plutôt contribué à détruire les écosystèmes marins et à signer l'arrêt de mort du poisson, à vraiment mener la guerre contre le poisson, comme vous l'avez si bien dit, plutôt que d'améliorer la santé des océans. Alors, quand vous regardez aujourd'hui l'état des innovations, ce qui se fait, est-ce que vous voyez des exemples d'innovation ou de technologie qui peuvent nous donner espoir, qui vont dans un sens positif, qui font avancer les aires marines protégées? En effet, la technologie a été surtout déployée pour pêcher plus pour faire plus de dégâts. Mais en fait, on commence à voir un retour où la technologie peut être déployée pour aider la gestion. Je pense, par exemple, au Global Fishing Watch, qui utilise des données satellitaires pour suivre les bateaux, pour suivre les flottes de bateaux, pour détecter ce qu'ils font, et bien sûr détecter les pêcheries illégales et les pêcheries dans des pays où ils sont pas, où les poissons, où ces bateaux ne sont pas n'ont pas d'accord de pêche, n'ont pas censé aller, et autre chose. On peut aussi avec des satellites euh, suivre savoir si par exemple, une aire marine protégée, si elle est envahie par des pêcheurs ou pas. Et on peut voir très bien, avec des données satellitaires, que dans les grandes aires marines protégées, que
quand il y a des bateaux de surveillance, les pêcheurs, ils se trouvent au bord des frontières, au bord de l'aire marine protégée, et ils font ce qu'on appelle fishing the line, c'est-à-dire ils pêchent à la limite à la bordure de ces aires marines protégées, et ils démontrent que l'aire marine protégée fonctionne, parce que autrement ils n'auraient aucune raison de se trouver en bordure de cette aire marine protégée. Et l'exemple le plus frappant, ça serait si on pouvait fermer la haute mer, c'est-à-dire la mer au-delà de 200 000, si on pouvait fermer ça à la pêche, ça serait tout à fait possible avec la technologie qu'on a de savoir si un bateau, quelconque bateau, pêchait dans cette zone réservée où on ne pourrait pas pêcher. Donc on peut penser à des grandes idées, on peut les imaginer. Par exemple, ne plus pêcher en haute mer. Vraiment comment ces technologies peuvent être vraiment utilisées à bon escient maintenant pour faire progresser les aires marines protégées et s'assurer que ce sont pas des aires sur le papier, mais des véritables aires marines protégées. Moi, j'ai une question sur un concept que vous avez été là aussi encore le premier à évoquer, c'est celui du problème d'amnésie écologique ou encore ce qu'on appelle le syndrome de la référence changeante. De Alors, dérive des références, oui. voilà, exactement. Alors bon, en gros, si on peut essayer de définir ça, c'est chaque génération prend comme point de référence l'état de la nature à partir du premier contact que cette génération a avec la nature. Et donc, ça résulte typiquement dans une acceptation graduelle du déclin de certaines espèces, puisque finalement, la totalité de la perte n'est jamais observable dans une seule génération. Et donc, ça devient un problème, cette amnésie écologique, parce que comment conserver les écosystèmes quand on n'a finalement pas une bonne conscience de l'ampleur de la dégradation des environnements. Alors, Daniel Pauly, moi je me demande par rapport à ce sujet qui vous tient à cœur, qui est comment peut-on faire aujourd'hui pour retrouver cette mémoire environnementale? Vous avez très bien fait le sommaire de l'idée de shifting baseline, de la dérive des points de référence. Très bien, un très bon sommaire. Et la seule façon il y a plusieurs façons de recréer le passé ou de l'utiliser. Une, c'est de créer des aires marines protégées. Parce qu'en fait, ce qui se reconstitue, c'est un système similaire à celui qu'on avait avant. Pas le même, mais similaire. Similaire dans son abondance, similaire dans la présence de gros poissons et ainsi de suite. Donc, voilà la méthode numéro 1. Et la méthode numéro 2, quand on ne peut pas créer des aires marines protégées, c'est d'identifier une période où on a une bonne documentation de ce qui se passait. Par exemple, on retrouve des archives où des campagnes ont été menées dans un certain coin. Des campagnes ont été menées, par exemple des campagnes de chalutage, qui nous apprennent on attrapait certaines espèces de poissons qu'on n'a plus, ou que les poissons étaient plus grands, et ainsi de suite. On peut choisir soi-même un point de référence fixe dans le passé, au-delà de notre propre mémoire. Par exemple, le Sea Around Us a choisi 1950 comme point de départ, parce que c'est là que la FAO a commencé à publier des données annuelles pour le monde entier. Et donc, on utilise 1950 aussi parce que c'était l'après-guerre. Pendant la guerre, il y a beaucoup de bateaux qui n'ont pas été utilisés pour la pêche, donc les stocks sont un peu remis. Et en plus, c'était une période, le 1950, où les pays du Sud étaient en grande partie encore des colonies. Donc, on a un point de contraste avec le présent. Maintenant, si vous travaillez sur autre chose, par exemple la température de l'eau, vous pouvez utiliser 1900, parce que à l'époque, on avait déjà des températures bien précises pour
une bonne partie du monde. Donc, je pense que c'est un problème pragmatique. Il faut choisir une base de données crédible et l'utiliser pour calibrer notre perception, qui est sûrement fausse. Donc, les écrits de la période coloniale peuvent être utilisés. Et pour revenir sur le rôle des aires marines protégées pour lutter contre cette amnésie écologique, quel rôle les aires marines protégées jouent exactement C'est une des méthodes qu'on a pour combattre cette amnésie, parce que si on crée une aire marine protégée assez grande, certaines espèces dont on ignorait l'existence ou qu'on a oublié reviendront. Mais c'est ça, si elles sont pas éteintes complètement, elles reviendront. Et ça, c'est très fort parce que c'est une différence avec les systèmes terrestres. Les systèmes marins, ils sont tous connectés, donc des espèces peuvent revenir par hasard, ça sera aléatoire, mais avec suffisamment de temps, vous pouvez en partie reconstituer un écosystème qui semblait avoir disparu. Et ça, on a démontré dans des dizaines et des centaines d'aires marines protégées. Alors, moi j'aime bien cette idée de remonter le temps pour avoir une mesure correcte de l'abondance et de la manière dont on veut restaurer les écosystèmes marins. Mais parlons pour une minute du futur. Comment envisagez-vous aujourd'hui le futur pour la biodiversité marine et ce qu'il faut faire aujourd'hui pour préserver cette biodiversité? Là, je dois dire que c'est plutôt simple. Si on n'arrive pas à limiter les émissions de gaz à effet de serre, on est foutu. On est cuit, plus précisément, ou plutôt bouilli. C'est-à-dire, les différents projets que certaines personnes proposent, par exemple cultiver des algues ou rétablir des mangroves et tout, ce sont des choses qui sont bien et qui sont utiles et qu'il faut faire. Mais seulement ces choses, elles seront utiles seulement dans le contexte de déclin des émissions de gaz à effet de serre. Si on continue à émettre des gaz à effet de serre, toutes les algues, toutes les mangroves, toutes les bonnes choses que les gens proposent et qu'ils font dans certains coins serviront à rien. Donc, ce sont des bonnes choses qu'on doit faire, mais en plus et surtout, on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça c'est principal. Écoutez, Daniel Pauly, vous nous avez intrigué, vous secouez un petit peu certaines de nos démarches par rapport à la conservation des océans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne espoir et qu'est-ce que vous avez envie de dire à peut-être ces jeunes professionnels qui suivent dans vos traces et qui ont envie de s'engager comme vous dans le domaine de l'innovation pour la protection des océans? Tout d'abord, l'idée qu'on se faisait auparavant des scientifiques qui font que de la science et qui ne s'engagent pas au niveau dans la société autour d'eux, cette image est dépassée. On peut très bien être scientifique et écrire des papiers qui sont jugés par des arbitres qui ne tolèrent pas d'engagement politique ou pour l'environnement. Donc, on peut très bien publier des papiers scientifiques et s'engager au niveau d'une ONG, s'engager au niveau d'une association. On peut très bien faire les deux. Et c'est ça que je recommande aux jeunes qui me demandent qu'est-ce que je dois faire. Parce que quand on s'engage avec un groupe, par exemple une petite ONG qui lutte contre je sais pas moi une porcherie qui envoie tout ce qui produit là dans une baie et qui pollue tout, et on s'engage là pour que cette porcherie soit fermée. Eh bien on apprend des choses, on apprend comment ça fonctionne, on apprend
comment on parle aux gens, comment on les convainc. Et donc, il y a tout un apprentissage qui se fait autour d'une lutte où on s'extériorise, où on est forcé de sortir de soi-même. Et c'est ça que les jeunes doivent faire. C'est absolument nécessaire. Le choix, c'est pas est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste, parce que ça dit pas ce qu'on fait, mais est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on s'engage pas? Et donc, je propose qu'on s'engage. Eh bien, Daniel Ponely, merci infiniment de nous avoir transmis ce message d'action, ce message d'espoir, un message qui, à mon sens, va résonner dans le congrès Impact 5, notamment auprès des jeunes professionnels qui cherchent aujourd'hui leur voie pour s'engager, de produire de la science qui ait du sens. Et je crois que vous avez démontré que l'innovation passe par une certaine forme de ténacité, de lutte, de résistance, et également de s'engager, un engagement dans le collectif, dans un contexte pour créer du changement transformationnel. Je vous remercie encore infiniment d'avoir participé à cet épisode et pour ces messages d'espoir et d'action. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés dans l'émission Protecting Blue Nature, je vous invite à consulter le site impact5.ca et à nous suivre sur les médias sociaux. Et si cette conversation vous inspire aujourd'hui, inscrivez-vous pour participer au congrès Impact 5 en février prochain à Vancouver, au Canada, et découvrez le reste des épisodes de Protecting Blue Nature.